FIM FM. Mirador. Parole FIM FM. Mirador. Vérité. Parole directe. L'interté. Ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici. Allez, la parole est forcément directe avec lui. Tel qu'on le connaît et tel qu'on le connaissait, il est avec nous, monsieur Idrissa Chérif, ancien ministre sous le CNDD. Il est avec nous donc pour évoquer cette nouvelle transition qui a été ouverte le 5 septembre dernier en Guinée, officiellement le 1er octobre. Bonjour à vous, monsieur Chérif. Bonjour Baka. Bienvenue. Merci à vous. Bienvenue dans ce studio. Moi, j'aimerais d'entrée vous faire réagir à ce message de Aboubacar Sako. D'entrée, pour commencer, il dit 12 ans après ce que vous avez affirmé au micro de nos confrères de France 24. Je sais que vous vous en souvenez forcément. Vous aurez dit ceux qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire, où il y a eu plus de 4000 morts, se promènent librement. C'était par rapport au massacre du 28 septembre. Vous dites, vous aviez dit à l'époque, on a des arguments. Il pose la question 12 ans après, alors que les victimes de ce massacre qu'il a banalisé à l'époque n'ont pas encore fait leur deuil. Pensez-vous qu'Idrissa Chérif a-t-il sa place sur la scène politique ou sur le banc des accusés? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ce matin sur votre beau plateau. Merci. Avec ce pool de journalistes très outillés. Merci. Et cela me touche énormément. Je pense que pour moi, c'est une page que j'ai complètement tournée. Et je me suis dit que la justice guinéenne est saisie de ce dossier. Et ce dossier est instruit. Et ceux qui devaient être interrogés ont été interrogés. Ceux qui devaient être inculpés ont été inculpés. Et moi, je pense que j'étais ministre de la communication à la présidence de la République. Et j'ai été nommé le 3 novembre, juste après les événements du 28 septembre. Après la démission du ministre Thibou Camara, donc je l'ai remplacé. Mais à l'époque, j'étais conseiller spécial du président de la République. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, j'ai toute la bande à ma possession, toute la bande de ce que j'ai eu à dire dans la voiture. J'ai toujours dit que la communication, c'est un élément de l'équilibre social. Et même si nous sommes fiers de ce que nous sommes, il faut directement informer de manière objective. Et la Guinée était victime d'un lynchage médiatique sur les événements du 28 septembre. Bien vrai qu'il y a eu cette situation qui s'est passée. Et je pense que si on va plus loin, j'ai dit qu'il y a eu pire ailleurs. Et ceux-là sont reçus dans le tapis rouge. On les reçoit alors qu'on peut nous appeler sur la même table de négociation et que nous puissions discuter. Mais je pense que ça a été découpé et puis lancé de telle sorte que l'information puisse choquer pour dire que nous avons banalisé. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et si dans la vie, il faut respecter la vie humaine, oui. Je pense que c'est la même chose. C'est ce qu'on pense. On ne peut pas se heurter, être fier de ce qui s'est passé sur le stade du 28 septembre. C'est regrettable pour chacun d'entre nous. Et ce jour même dans la voiture, j'ai dit que j'ai toute la bande maintenant à ma possession. Comment comprendre que 12 ans après, qu'il n'y ait pas de procès, M. Chérif? J'ai dit qu'il faut arrêter tous ceux qui sont impliqués dans ce massacre. Il faut les arrêter, il faut les juger, il faut les condamner. Ça, dans la même voiture, j'ai dit ça. Donc, et au jour d'aujourd'hui, sur toutes mes communications que j'ai eu à faire, je pense que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas bâcler ce qui s'est passé depuis au stade du 28 septembre. Il faut juger ce problème-là. J'ai dit il faut juger, il faut mettre les parents dans les droits et qu'il faut aller plus loin. Et ainsi de suite, s'il y a le pardon peut venir après. Voilà, je sais qu'il y a assez de victimes. Mais il faut juger les événements du 28 septembre. Et il ne faudrait pas que ce soit un cas qui soit classé, mais il faut véritablement faire la lumière dessus et puis comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà. Monsieur Chérif, moi je suis heureux de vous entendre quand vous dites que votre
interview a été découpée de telle sorte que ce soit la partie la plus choquante qui a été diffusée finalement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le simple fait d'établir un parallèle entre ce qui s'est passé au stade de Conakry et les événements de la Côte d'Ivoire, spécialement de Djokwe, est-ce que ce n'était pas déjà en soi une banalisation? Secondo, en dehors de cette interview, moi je ne me rappelle pas vous avoir entendu à l'époque exiger des enquêtes et que tous les auteurs, commanditaires et complices de ces crimes-là soient punis. En tout cas, à l'époque où vous étiez au gouvernement. Et vous pouvez aller sur des sites, vous pouvez taper sur mes déclarations, ça y est sur les sites. Ça y est sur tous les sites. En 2009, mes déclarations sont là. Dans lesquelles vous avez réclamé... Dans lesquelles j'ai réclamé qu'il fallait un jugement, il faut attaquer... Et qu'il fallait faire arrêter tous les auteurs. Tous les auteurs. D'accord. Je pense que même avec le président Dadis Camara, mon patron à l'époque, je suis rentré à son bureau, je lui ai dit, monsieur le président, qu'est-ce que vous en savez sur ces événements du 28 septembre? Et je pense que le président devant Baka Bari, Bicop, et devant madame Doumbia, le président a fait la Bible et le Coran, il a juré, et madame Doumbia qui était l'ambassadeur directrice du protocole du président, il a juré, il dit, je ne sais rien dans cette histoire, shérif. Je lui ai dit, monsieur le président... Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, monsieur Chérif? Comment est-ce possible qu'il ait ignoré tout de ce massacre quand même? C'était lui, quand même le patron de l'exécutif. Ouais, mais écoutez... Comment vous expliquez? Est-ce que vous l'avez cru quand il vous a dit cela? Oui, je l'ai cru parce que moi, je l'ai cru parce qu'il dormait, parce que j'ai vu que j'étais pas en ce moment au stade, comme on appelle, au camp. Mais j'ai été informé que le président voulait se rendre lui-même au stade pour dire aux gens de se retourner. Si les militaires qui partaient disent retournez-vous. Et qu'on lui a bloqué la clé de la voiture. Donc on lui a demandé... Mais est-ce que Dadis avait besoin d'aller au stade, si vous permettez, pour ordonner que les militaires vous allez poser votre question. Si vous permettez, on marque la transition de 2 minutes. Et puis on revient pour continuer cette interview avec M. Idrissa Chérif, ancien ministre de la Communication, ancien conseiller spécial du capitaine Moussa Dadis Camara sous le CNDD. Mirador. Nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, on va nous intéresser très rapidement à quelques réactions donc sur nos différentes plateformes avant de poursuivre ce débat avec notre premier invité, M. Idrissa Chérif, ancien de la transition version CNDD. À son avis, quels écueils et quel péril faut-il en fait guette-t-il cette période de transition, ces moments d'exception? Avant de retourner donc à notre invité, on s'intéresse à vos réactions de nouveau. Kernoba, c'est vraiment très choquant de voir ce monsieur qui a participé au massacre. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, arrêtez ce monsieur qui se moque des Guinéens, s'il vous plaît, cordialement. C'est Kernoba, c'est votre opinion, hein, on la respecte. Gibril Diallo, bonjour Titi, nous sommes dans un pays où l'État est en constante improvisation des tortures d'un peuple oisif ignorant complètement son droit. Alpha Condé a gouverné avec des bandits sans foi ni loi, des opportunistes de tout acabit, plus jamais ça en Guinée. Ali Konaté qui a réagi également. Bonjour à Bouakar, à tous les militants de l'UFDG. Bonjour à tous. Les militants de l'UFDG ont la bouche cousue sur le déménagement du CNRD, mais quant à celui sous Alpha Condé, ils avaient les tambours et tam-tam. On y va avec Malik Marcel Ibn Souké, qui intervient également sur via la toile. Bonjour Diallo et bonjour à toute l'équipe. La nature a horreur du vide, ne sous-entend pas occuper un espace public. Je reprends une citation toute élémentaire en matière d'habitation. Chez toi, c'est chez toi. Devant chez toi, n'est pas chez toi. Derrière chez toi, n'est pas chez toi. Fin de citation. Avec le temps, nous comprenons tous que le PM Kassouri avait un agenda, celui de se protéger et protéger le PRAC. Merci à Talibé de passage, de parler de son irresponsabilité. Malik Marcel.
On y va avec Tchorno Afia Dalenba. Je ne vois aucun intérêt d'inviter les organisateurs de la transition de 2010 parce que cette transition n'a jamais réussi. C'était un échec total. Donc, ils n'ont rien de conseils à donner à cette transition actuelle. Et je termine par Mfali Kamara qui dit ceci. Idrissa Chérif fait partie des gens qui ont mis Dadis Kamara dans les erreurs. S'enrichir au temps du CNDD sur le dos des contribuables guinéens et venir soutenir un troisième mandat. Bien, on ne fait pas du tout des cadeaux. Monsieur Idrissa Chérif, la suite de l'interview. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, Mohamed, on reprend le cours normal de cette interview. Oui, moi je vous demandais entre autres, d'abord j'ai été intéressé, vous avez dit que quelqu'un avait bloqué la clé de la voiture du capitaine Moussa Dadis Camara. Secondo, je vous demandais également, j'aimerais savoir c'était qui avait bloqué quand même la clé de la voiture du président Dadis. Et secondo, j'aimerais savoir est-ce que Dadis avait besoin d'aller quand même au stade du 28 septembre pour faire replier des militaires, surtout que le général Sekouba, si ma mémoire est bonne, n'était pas à Conakry. Est-ce qu'il n'avait pas d'autres moyens de communication, le téléphone, les turquie? Est-ce qu'il ne pouvait pas simplement donner l'ordre à l'état-major ou même à Claude Pivy qui était là pour que ces gens-là quittent? Peut-être l'autre question, c'est peut-être de savoir pour renchérir, est-ce que Dadis aurait autant perdu d'autorité au point qu'il était obligé lui-même de se rendre sur place que son coup de fil n'avait pas servi? Et qu'il ait ignoré tout de ce massacre quand même, comme il l'a prétendument affirmé. Bon, de toute manière, moi je parle avec ma foi. Et ce lundi noir, on venait juste d'arriver de l'abbé. Et j'étais au lit. C'est à 16 h je me suis réveillé. Donc tout ce qui s'est passé la nuit jusqu'au matin, je n'étais pas au courant. Donc au moment où on téléphonait à Thibaut Camara d'annuler, moi je n'étais pas au camp. J'étais chez moi, je dormais. Et puisqu'on venait d'arriver, j'étais vraiment fatigué. Et j'étais couché, mais à l'abbé, nous étions avec le général Konaté. C'est le lendemain matin qu'il est parti avec Papa Koli Kourouma à chose. Ça, j'aurais appris. Et ce que je vous dis, c'est les informations que j'ai reçues au même titre que tout le monde. Pour dire qu'il devait aller au stade, il devait aller arrêter Quand on l'a réveillé, on dit « Ah, ça ne va pas au stade ». Donc il dit qu'il va aller lui-même. Donc lui-même, il a eu à expliquer comment ça s'est déroulé. Et ces explications sont sur YouTube et autres. Et j'ai su ces explications que je parle. Et puis de bonne foi. Parce qu'on ne peut pas servir. Qui avait bloqué la clé de sa voiture? Je suis pas. C'était vous qui l'avez dit, vous l'avez affirmé non, simplement. Moi je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit que lui-même l'a dit. Et ça est sur YouTube. Il a dit D'accord. à plusieurs reprises. Monsieur, Il s'est expliqué dessus plusieurs reprises. Donc je Monsieur ne suis Chérif. pas. Non. Monsieur Chérif, Oui, allez-y. Je vous écoute. lorsque il y a eu quand même plus de 150 morts, Ouais. autant voire plus de viols, des blessés, pour certains à vie. Est-ce que vous pensez qu'il suffit de croire en la bonne foi des gens? Est-ce que, avec votre expérience, vous ne pensez pas que les gens peuvent mentir simplement pour se protéger? Mais, attends, moi 12 ans après, vous dites encore que vous croyez en la bonne foi des gens. Cependant, il y a eu des enquêtes, il y a même eu des inculpations et tout cela. 12 ans après, j'aurais compris votre discours en 2009. Mais aujourd'hui, est-ce que ce discours-là, honnêtement, on peut vous entendre là-dessus? Non, mais moi, je pense que je ne suis pas juge et je ne suis pas témoin. Mais je peux, si on me dit d'être là en tant que témoin, je vais être témoin sur quoi? C'est le gros point d'interrogation. J'étais ministre de la communication. Justement. Après les événements. Justement, J'arrive. votre communication était basée sur quoi? Puisque vous n'étiez pas témoin, aujourd'hui, apparemment, vous ne maîtrisiez pas, vous ne savez pas quoi que ce soit, vous ne savez pas ce qui s'est passé, néanmoins, vous avez bâti votre communication. Je ne me dédouane pas de quoi que ce soit. Moi, j'ai assuré la fonction qui m'ont été confiées. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Je ne suis pas lâche dans mes responsabilités. J'assume mes responsabilités et je suis un expert en communication. Je sais ce qui s'est passé au Rwanda. Vous pensez que quand on a tiré sur le président Dadis, bien vrai que je sais que le président Dadis est touché.
Vous pensez que je pouvais dire sur les médias que le président Dadis est touché, il est gravement blessé, ou mais il est mort? Vous pensez que je pourrais le dire? C'est ce qui a amené le problème du Rwanda, de Radio 1000 Collines. C'est la communication qui a fait défaut. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le président va bien. Nous sommes au camp El Faye à Diallo, en conclave, avec les différents chefs d'état-major des différents corps d'armée. Il fallait que je puisse ressortir quelque chose pour maintenir la paix, la cohésion. Je ne parle pas des événements du 4 décembre. J'arrive. Non, moi je parle des événements du 28 septembre. Moi, je parle de sur mes quoi communications. était basée votre communication ce jour-là? Parce que, à vous entendre, vous ne saviez rien. Dadis aussi ne savait rien. Néanmoins, c'est vous qu'on a le plus entendu dans la communication, au point d'établir un parallèle entre ce qui s'est passé en Guinée et la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous demande, mais sur quoi se basait votre communication? Non, mais quand vous me demandez sur quoi se basait la communication, c'est un élément de l'équilibre social, Mohamed. Je ne veux pas vous apprendre ça. Je n'en disconviens pas. Je ne veux pas vous apprendre. Moi, je pense que vous devez quitter dans la passion et vous devez mettre dans la réalité. Je ne suis pas dans la passion. Non, Mohamed n'est pas dans la passion. Non, monsieur Chérif. Vous posez une question. Pas dans la passion. Non, je ne suis vraiment pas dans la passion. Vous savez pourquoi? On va essayer d'évoluer. Alors, d'accord, on évolue, je veux faire juste une observation. Je veux juste faire une observation. Si vous permettez, il va faire son observation, vous allez répondre et puis on va progresser. Parce que nous ne sommes pas sur une Je veux juste vous faire une observation. Moi, vous me demandez quelque chose. Je vous ai déjà détaillé le contour qui ont fait que j'ai compris cela. J'ai fait une communication. Ma communication n'était basée uniquement, vous le dites, mais moi j'ai été félicité par un club allemand. D'accord. D'accord. Alors voilà. Parce que ma communication apportait beaucoup plus de paix que d'envoyer beaucoup plus de mais moi je veux juste tirer quelque chose. Bien, dernière question. Vous n'en saviez rien. Sur la base, en fait, comme vous l'avez dit, de bonne foi, vous avez cru, par exemple, les propos de M. Moussa Dadis Camara. J'imagine d'autres personnes autour de lui. Vous avez néanmoins fait une communication en établissant ce type de parallèle. 12 ans après, Monsieur Chérif, je me demande, est-ce que je peux encore vous faire confiance pour quelqu'un qui part du néant pour établir une communication politique? Est-ce qu'on peut vous faire confiance quant à vos conseils, quant au désintéressement, au caractère désintéressé de ce que vous voulez aujourd'hui apporter à la transition de 2021? Bon, moi je pense que en ce qui concerne ma personne sur les différents parallèles de communication que j'ai eu à faire, et s'il y a un regret ou pas un regret, je pense que j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je devais faire, et je suis même si c'est incompris par d'autres personnes, mais je me suis dit que si je dois apporter quelque chose d'utile, c'est ce que j'ai eu à faire. Et c'est ce que vous retenez? C'est ce que je retiens, parce que le sens où je me suis orienté n'était pas dans le but d'apporter un coup. Parce que la meilleure façon, c'était quoi? Quand le président Selou a été touché, je suis allé chez lui. Parce que c'est mon ami. Je suis allé le voir. Quand il voyageait, je l'ai accompagné. J'étais avec lui. Mais tout ça, c'était quoi? C'était le sens, j'arrive. C'était le sens d'apaiser. Ouais. Ce n'était pas, au moment où les autres faisaient étaient durs, moi j'étais proche. Bien. Parce que j'étais plus proche de lui. Bien, on va essayer de progresser. Bien, Mohamed, on va essayer de progresser. En fait. Non, sinon on va y rester toute l'émission. Allez-y, Talibé. Vous avez parlé du capitaine Dadis, dont vous étiez un des conseillers les plus proches. Vous l'avez vu à la tâche. Et il y a aujourd'hui une situation similaire, puisque nous sommes en transition. Oui. C'est également un militaire qui conduit cette transition. Est-ce que vous avez observé le colonel Mamadi Doumbouya pour pouvoir établir un parallèle en termes de conduite de la transition qui est à ses débuts actuellement? À l'aune déjà de ses premiers pas. D'abord, je suis très à l'aise. Quel parallèle entre les deux hommes? Je suis très à l'aise de m'exprimer dessus, parce que j'ai vécu la transition Moussa Dadis Camara, et j'ai vu le fonctionnement, comment ça fonctionnait, et je vois de la manière le colonel Mamadi Doumbouya opère aussi sa transition. Et quand on veut faire la parallèle, c'est qu'au sein du CNDD, d'abord, c'est une prise de pouvoir par un collège de militaires. Donc, à la suite du décès d'un président de la République, donc il y a eu la prise de pouvoir par l'armée, par un collège de militaires qui se sont associés pour prendre le pouvoir.
Et ainsi de suite, il y a eu une désignation d'un président pour conduire la transition. Après ça, il fallait que les militaires s'asseyent en leur sein, qu'ils puissent choisir 3 jours après, sortir maintenant le nom de celui qui devait diriger. En ce moment, il y avait 2 candidats potentiels qui voulaient diriger la transition. Il y avait le général Toto et il y avait Moussa Dadis Camara. Sekouba était l'arbitre, il était là l'arbitre. Tous les matins, Mathurin Bangoul était le rapporteur et autres. Donc, vous voyez, en faisant, il y a la désignation d'un président de la République. On ne parle pas de président de la transition. Bon, et les décisions, il y avait le CNDD, il y avait le gouvernement. C'était 2 choses qui sont véritablement qui ne sont pas mêlées à la même situation. Donc le gouvernement est dirigé par le Premier ministre Cabinet Komara avec une feuille de route qui s'est assignée avec un bon programme. C'est-à-dire que si le programme de Cabinet Komara avait été suivi en son temps, on ne serait pas dans tous ces problèmes-là. Mais je pense qu'il y avait des tiraillements et autres. Mais en ce qui concerne le colonel Mamadi, je pense qu'il a pris ses responsabilités avec ses hommes et il a arrêté le président de la République et il s'est désigné président de la transition. Il s'est désigné. Voilà, il s'est désigné. C'est-à-dire que là, c'est un collège de militaires. Pas choix, mais Mamadi a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Il ne pouvait pas demander à un collège de venir, puisque c'est lui qui a fait son coup d'État. Donc, il a pris ses responsabilités, il a pris. Et de la manière dont il va de manière chronologique. Quand vous voyez de la manière dont il évolue, il ne met pas le gouvernement, il met les instances, et ainsi de suite, le gouvernement après. Vous voyez qu'il y a une véritable organisation à son sein qui permet de mettre les bases et les fondamentaux de ce pouvoir, son pouvoir, pour faire une très très belle transition qui peut ne pas être différente de la transition du CNDD. Bien, donc, voilà. Nous poursuivons ce débat dans un court instant. Mirador, un concentré du nec plus ultra de personnalités médiatiques, de signatures brevetées, de parcours accomplis. Mirador, un plateau de tête couronnée. FIM FM. Ici, pas de place à l'improvisation ni au journalisme d'à peu près. Mirador, le haut lieu de la dialectique et du journalisme d'investigation en pole position. Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Tous les matins, du haut de notre tour d'observation, nous jetons un regard froid sur la gestion publique en République de Guinée. Ici, pas de place à l'improvisation, ni au journalisme d'à peu près. FIM FM, on repousse les limites. FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La suite de cette interview en compagnie de M. Idrissa Cherif, président du parti UCG, Union pour le changement de la Guinée, ancien ministre de la communication sous le CNDD, ancien conseiller spécial donc du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en notre compagnie donc pour établir un parallèle entre donc la transition version Dadis et Konaté et celle ouverte le 5 septembre dernier avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbia. La suite de l'interview avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Merci. Si vous me permettez, j'ai voulu juste m'attarder un tout petit peu encore sur les événements malheureux du 28 septembre. On a vu que certains ont démissionné, même si on ne cite pas des noms, parce qu'ils avaient une conviction, n'est-ce pas? Vous étiez au cœur du pouvoir, ceci arrive, on parle de massacres et viols et tout ça, ça renvoie des images et ça vous met devant vos convictions, devant des valeurs que vous voulez épouser et incarner. Et pourquoi vous n'aviez pas eu aussi ce réflexe humaniste et je dirais même droit de l'hommiste pour peut-être suivre le chemin que les autres ont suivi, dire je ne peux pas m'associer à cela, mais vous êtes resté, vous avez continué. Je voulais quand même poser cette question. Secondo, avant cette analyse comparative des 2 coups d'État, on a vu Idrissa, après la transition d'Addis et autres, qui est revenu soutenir ce qu'on appelle le 3e mandat à visage découvert,
Et entre autres motivations de ce coup d'État-là, c'est évidemment cette question de troisième mandat. Là-dessus, comment vous pouvez vous expliquer? Bien, sur les deux questions. Bon, pourquoi n'aviez-vous pas démissionné après le massacre du 28 septembre? D'abord, il y a une question et ensuite dessus, il y a une sous-question. Nous allons aller avec la question. Et je pense que pour un homme politique, et avant que moi je ne sois avec Dadis, j'étais d'abord pendant 8 ans avec le président Lansana Conté. Mais vous ne m'avez pas connu. Donc c'est méconnaissable des Guinéens. Donc je suis resté pendant 8 ans avec le président. C'est là que le président... Dans quel rôle? Le président rôle, c'est dans ce sens-là que le président Cellou Dalein Diallo m'a connu auprès du président Conté, très très proche du président. Je faisais beaucoup de missions pour le président Conté. Donc il avait vraiment confiance en ma personne. Dans quel rôle? Ouais. Est-ce que vous aviez un rôle officiel à l'époque? Non, pas un rôle, une nomination officielle, non. Bien. Mais très proche du président de la République. Donc beaucoup de personnes m'ont connu par là et beaucoup de personnes, beaucoup de hauts cadres, beaucoup de hauts fonctionnaires m'ont connu. De ce pays. De ce pays m'ont connu. Vous étiez un conseiller, voilà. Conseiller occulte. Bon, enfin, ça peut comme vous voulez, mais c'est peut-être mon père. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails ici. Très bien. Pour le dire. Bon, et la question était... Pourquoi n'aviez-vous pas, démissionné comme Abdourahmane Sano, comme Thibou, comme tant d'autres? Quand il y a eu les événements du 28 septembre, je suis allé voir le président. Vous savez, la seule personne ici qui peut être mon témoin, c'est le général Sekouba Konaté, à qui je suis venu voir. Puisque j'étais à cheval entre la présidence et la défense. Donc, je suis allé voir le président Compaoré. Moi, je suis allé voir le président Compaoré. J'ai eu à discuter avec le président Compaoré. Nous avons arrêté un certain nombre de programmes auxquels je suis venu. J'ai soumis le programme au général Konaté. J'ai dit, va, tu expliques au président Dadis. Va soumettre ça au président Dadis. Parce que là, c'est comme ça. J'ai dit, où nous sommes, il faut dissoudre le CNDD. Parce que déjà, avec les événements du 28 septembre, c'est autre chose. Et puis, il faut donner, il faut donner la primature à l'opposition. Ce que j'ai dit. Moi, mon témoin, c'est le général Konaté. Oui. Avant qu'on ne passe même aux accords politiques de Ouagadougou. Donc, j'ai dit, il faut qu'on on donne la primature à l'opposition. Même si nous n'avons que 3 ministères, c'est mieux, on laisse l'opposition, on laisse les autres, puisque déjà, on les inclut dans cette affaire de la prise de pouvoir de l'armée. Donc, j'ai dit, donc, on essaie de... il faut vaguer. Il m'a dit, mais shérif, c'est toi qui me dis d'aller dire ça au président. J'ai dit, oui, tu veux que j'aille lui dire? J'ai dit, va lui dire. C'est mieux. En ce moment, j'avais déjà élaboré ce qui a fait que le général, lors de toutes ces tournées, quand le président Dadis a été touché, il ne m'a pas laissé. Il dit, allons-y, parce que partout où on passait, il dit, bon, dis ce que tu avais déjà travaillé. Quand on avait déjà parlé du CNT, il fallait mettre 150 personnes au CNT, on avait déjà divisé tout ce qui était comme CNT. C'était déjà fait. Mais moi, j'avais déjà préalablement fait le travail avec le président Compaoré qui était le facilitateur. Donc, avant de venir expliquer au général, pour que le général explique à Dadis. C'est ainsi dessus que Dadis a pris la balle. Au moment où j'étais dans ce processus, c'est là que Dadis a pris la balle. Donc, voilà, à peu près. Donc, pour démissionner, vous êtes dans une action. Il y a une situation qui arrive, vous ne fuyez pas. Vous restez, vous affrontez ce qui est là. Ouais. Il y a eu 4 ministres qui ont démissionné. Sano qui était le premier. Et puis Justin Morel Junior qui a démissionné. Et puis l'un des conseillers, Ablaye Condé qui a démissionné. Et puis Thibou Camara qui a démissionné. Donc je pense que tous les autres étaient là. Et vous avez préféré rester. Il fallait assumer, s'assumer. Il fallait rester, il fallait continuer, il fallait chercher à discuter avec eux. Donc la priorité était faite. Et le Premier ministre Kabino Komara s'est véritablement investi pour que véritablement les choses puissent être équilibrées. Bien. Pour qu'on puisse voir le troisième mandat. La deuxième question avant d'aller à la pause. Oui, le troisième mandat, je parlais du fait que vous êtes associé au troisième mandat. En ce qui concerne la sous-question, c'est-à-dire que le troisième mandat, tout le monde sait que pendant 10 ans de la magistrature d'Alpha, je me suis opposé. Et je me suis opposé à Alpha partout, dans toutes mes déclarations. J'ai pris position vis-à-vis de la nouvelle loi fondamentale qui était dans la Constitution qu'il envoyait. Donc je me suis opposé.
j'ai eu même une interview avec Évasion en direct d'Abidjan ici. Je leur ai dit que je suis contre la modification ou le changement constitutionnel, parce que ça n'a pas sa raison d'être. Mais ça ne vous a pas empêché de battre campagne. J'arrive. Moi, quand on parle de troisième mandat, moi je dis que moi je suis très légaliste. Je suis très légaliste. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis très très légaliste. Et je sais que le président Abdoulaye Wade, qui est un grand juriste, reconnu, et il a changé la constitution sénégalaise. Et on lui a dit que tu ne dois pas te présenter. Il a dit, moi je me présente parce que ça me donne le droit d'être candidat. Parce que je rentre dans une nouvelle phase de la République. Donc je me présente, je vais me présenter. Donc ils ont créé tous les mouvements qu'il fallait, on en a marre, tout ça. Mais Macky l'accompagnait dans ces élections. Il a été battu par Macky Sall. Il a reconnu sa défaite. Parce qu'il dit que lui, on ne peut rien lui apprendre. Mais il allait dans une nouvelle république. J'arrive, moi on va marquer encore la pause. Et comme vous le saviez déjà, parce que vous m'en parliez hier, vous vous dites, oui, Mirados avec beaucoup de pauses, beaucoup de pubs. Et c'est le cas, et ça s'impose. On marque une nouvelle pause pour nos obligations commerciales, mais aussi pour un nouveau point de l'actu. On revient pour encore 15 minutes de débat avec M. Idrissa Chérif, avant de recevoir M. Pathé Geng, expert sur les questions électorales, ancien de la CENI. Mirador, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Avant, merci de nous rejoindre plus tôt dans la troisième partie de cette émission. Avant de poursuivre encore pour 15 minutes, donc les débats avec notre premier invité, monsieur Idrissa Chérif. Quelques réactions en une minute. Abdoulaye Keïta, notre confrère de Djoma Bokeh. Parlons de la transition et de l'avenir de la Guinée, Parlons développement et laissons Nanfo et ses adeptes faire leur religion. Yandi Alale Kabo, c'est Abdoulaye Keïta, notre confrère qui nous envoie ce message. Dieloukouman Djoubaté de FIM. Bonjour Mirador, je ne voudrais pas intervenir ce matin, mais le cas Nanfo me l'oblige. Je m'adresse à Mara. Qu'est-ce qu'il pense d'un risque de prolifération des sectes? Il pose la question. Merci. Merci à toi également, champion. On y va avec cet autre Sangaré, Kotoboy Sangaré de FIM également. Bonjour Titi. Laissez Mohamed Kaba s'exprimer et aller au bout de ses idées, car son temps de parole et qui s'exprime pas, pendant son temps de parole, il ne s'exprime pas librement et les auditeurs veulent avoir ses avis et connaître son raisonnement. Signé Kotoboy de FIM. On y va avec Yaya de nos valeurs communes. Bonjour le juste, bonjour aux vigies de la démocratie. Le débat est constructif. Nul n'ignore que ce déguerpissement sauvage et inhumain dont le régime d'Alpha Condé a fait montre n'avait aucun plan d'aménagement. C'était de la barbarie tout simplement. C'est Yaya du parti Nos Valeurs Communes. Oui, bien sûr, Alassane s'est déjà pris en compte. Abou Poutine, parlons des choses sérieuses. C'est une honte pour ma Guinée que certains soutiennent sans aucune base légale dans le Coran. Et j'invite le législateur de prendre des mesures collectives pour mettre fin à cette pagaille de Nanfo et compagnie. C'est Abou Poutine qui s'exprime ainsi. On y va avec Aboubakar Bigop qui dit ceci. Bonjour à toute l'équipe. Ceux qui combattent Nanfo ne sont pas des prophètes et n'ont reçu aucun livre saint. D'ailleurs, ils ne sont pas tous des musulmans que Nanfo, ne sont pas plus musulmans que Nanfo. Attendons l'au-delà, chacun aura sa récompense. C'est Aboubakar Bigop qui s'exprime ainsi. On y va avec Suleiman Poutine et c'est l'avant-dernier. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Au JT de 20h30 du 12 octobre, j'ai vu la saisie d'une très grande importance de chanvre indien. Incinéré devant les caméras de la RTG. Certes, c'est bien magnifique, tout ceci, cependant, ces derniers mois, ça sent de la mauvaise haleine dans la cité sur une rocambolesque affaire de cocaïne. Pendant ce temps, nous n'avons vu personne, ni policier, ni gendarme, ni caméra. C'est Suleiman Poutine. Et le tout dernier, franchement, je ne peux pas me permettre, Lamine Philo, il nous faut plusieurs Nanfo. Ismaël Gabi, de libérer notre religion de la colonisation linguistique arabe.
c'est Lamine Philo qui s'exprime ainsi. Et le tout dernier, Aboubakar, c'est pour le Toli, Aboubakar, le départ du président Selou, le jour-là, j'étais à l'aéroport, mais le monsieur-là n'était pas là-bas. Est-ce qu'il peut justifier alors les personnes qui étaient autour du président Selou à l'aéroport? C'est notre ami pour le Toli, donc qui nous envoie ce message. La suite de l'interview. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche Chebani. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Chérif, on reste sur le troisième mandat. Avant la pause, Mamadou Ouri vous posez la question sur le soutien que vous aurez apporté au troisième mandat d'Alpha Condé. D'abord, comme je l'ai dit... Est-ce que vous assumez? Non, je dis que moi, j'assume ce que j'ai eu à faire et j'ai mes raisons. Parce que je suis dans une classe politique et j'ai fait une alliance électorale. Et l'alliance que j'ai eu à faire, j'assume mon alliance. Avec le RPG? Ah oui, j'assume mon alliance avec le RPG parce que je suis venu pour être candidat. Et je n'ai pas pu me présenter. Et je me suis dit, je sais qu'il y a une injustice, puisque je me suis battu contre la modification ou bien le changement de la Constitution. Je me suis battu pour ne pas que ça puisse arriver. Et c'est arrivé. Et en tant que... politique. En tant que parti politique, un bon démocrate, je viens avec mes stratégies et avec mes tactiques. En tant que politique, je préfère, mais pas en tant que bon démocrate. Non, non, j'arrive. En tant que... Non, j'arrive. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, j'assume pleinement mon acte que j'ai eu à faire. Donc, je me suis dit, j'arrive, je vais vous répondre tout à l'heure. Je vous laisse la parole tout à l'heure. Je me suis dit que, dans ce sens-là, où je me suis engagé, je savais les tenants et les aboutissants. Donc, quand il y a un vieux adage qui dit que entre le désordre et l'injustice, il faut choisir quoi? Il faut choisir l'injustice. Parce que le désordre, on ne peut pas réparer le désordre. Mais l'injustice peut être réparée. Aujourd'hui, on est dans une injustice. Les militaires sont venus, ils sont en train de réparer l'injustice. Donc, j'arrive. Maintenant, je suis avec vous, hein, voilà, mais juste voilà, dans votre raisonnement, voilà. je constate une sorte de contradiction en même temps. Vous dites que dans un premier temps, vous aviez asséné des critiques acerbes au régime d'Alpha, vous étiez contre lui, vous avez dénoncé le changement de constitution. Or, ce changement de constitution-là nous amène à l'élection qui a suivi. Vous venez, à l'occasion de cette élection, vous vous alliez à celui-là, justement, qui a changé cette constitution. Je ne vois pas où est la cohérence dans le combat que vous menez. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en politique, il y a ce que nous appelons la stratégie. Ce n'est pas littéraire, hein. Il y a ce que nous appelons la tactique. Donc, quand vous n'avez pas de stratégie d'approche en politique, la politique, c'est l'approche. Quand vous n'approchez pas, vous ne savez rien. La politique, ce n'est pas le fait d'écouter ce qu'on dit à la télé ou bien derrière la télé, mais il y a une certaine réalité que dans la politique, ce que vous ne voyez pas et ce que vous n'entendez pas, c'est ça la politique. Pour y être, souvent, il faut être un peu très proche pour mieux comprendre. La preuve, avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas? Non, non, la preuve en est, après les élections, je suis rentré, ça fait 9 mois que je ne suis pas revenu. Ça fait 9 mois que je ne suis pas venu. Je suis venu dès la prise du pouvoir de l'armée. Et quand il y a eu la prise du pouvoir, je pense que j'ai été la toute première personne, le dimanche 5, à faire une déclaration pour féliciter les militaires. Mais c'est contradictoire, votre démarche. Non, la démarche n'est pas contradictoire parce que quand on dit qu'il faut passer à un changement, qu'on vient pour une autre manière de gouverner autrement, et que c'est les mêmes pratiques qui sont venues, alors que nous avons une aspiration pour dire que véritablement il y a un changement, il doit avoir l'unité. J'ai toujours appelé, même malgré que j'ai fait l'alliance, mais j'ai toujours demandé au président Alpha de tendre la main aux autres. À l'opposition. Il a dit appelez Selou, discutez avec lui. Oui, mais est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas votre soutien à la candidature d'Alpha Condé, parce que vous étiez allé dans une alliance avec le RPG? Effectivement, avec le recul. Mon regret est que quand j'ai vu que c'est la même dynamique dans laquelle ils se sont mis, je me suis retiré parce que je l'ai regretté. Donc je suis reparti. Mais vous pensiez à un changement de paradigme? Je me suis dit que peut-être ce n'est pas le professeur, parce que autour du président lui-même, j'ai senti des gens qui ne sont pas partants autour du président. Vous savez, un chef, comme on l'a dit tout à l'heure, mon frère Mohamed l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont autour des chefs,
C'est eux qu'on pense que nous, on nous culpabilise aujourd'hui parce que nous sommes auprès de Dadis Camara. On pense que mais tout ce que Dadis a fait n'est pas mauvais. Dadis, on ne peut rien lui reprocher si ce n'est pas le 28 septembre. Sa gestion, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. On ne peut pas dire qu'il a fait des détournements, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais les événements du 28 septembre sont venus salir ce qu'il est en train de faire. Bien. Donc, on va aller très vite parce qu'il nous reste 4 minutes. Au regard des premiers pas déjà posés par le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, peut-on se permettre d'affirmer qu'il est cette transition est mieux partie et elle est mieux, en tout cas, appréhendée par ses tenants, par ceux qui la tiennent, que la vôtre? Oui, effectivement, Mamadi Doumbouya est très structuré. Il va de manière chronologique. Et comme je l'ai dit, il commence du bas pour monter et qu'il assoit les bases, les racines. C'est ça la politique, c'est ça le départ d'une bonne démarche. De quelque chose que vous voulez. Donc, ça augure d'une transition mieux réussie. Voilà, ça mieux réussie, je pose la question. Mais ce que mieux réussie que la vôtre? Ah oui, mais je pense que nous avons fait, bon, si notre transition, par exemple, la transition de Dadis est venue se marier avec un coup de feu sur la tête. Et Sekouba Konaté a fait une transition auquel il a organisé des élections. Il y a un président qui a été démocratiquement élu qui est sorti. Il y a eu une nouvelle constitution qui a été mise en place, la constitution de 2010. Est une bonne constitution qui a été mise en place. Et cette constitution, il est parti. Mais je pense que c'est la manière de gouvernance qui a fait défaut. Bien. Mohamed Kaba. Puisque vous parlez... Avant-dernière question. Oui, puisque vous parlez de l'avènement du président Alpha Condé au pouvoir. Après cette transition, M. Chérifo, en toute franchise, quelle a été la prime qui a été octroyée à tous les anciens ministres et tous les membres du CNT? Je n'ai pas compris la question. La prime qui a été octroyée à tous les ministres. Au terme de la transition. Au terme de la transition. La transition, oui, du CNDD. Qu'est-ce que vous avez reçu comme récompense, comme prime? Avant de céder le pouvoir au président Alpha Condé. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui ont circulé. 500 millions, une parcelle, etc. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Bon, je pense que mon compte était domicilié à Ecobank, en ville. Et je me suis retrouvé un jour, on dit que vous avez 40 millions ici. Qu'on vous a donné, vous avez reçu 40 millions, au temps de Dadis, qu'on a payé aux anciens ministres. Je pense que notre premier ministre, Kabine Komara, il est là, et il peut en témoigner, lui, il n'a pas pris de salaire. Et moi, j'ai été payé que sur 4 mois, sur 1 an. Komara, tout le long de sa primature, non, il n'a pas pris de salaire. C'est une grosse révélation. Voilà, il n'a pas pris de salaire. Donc, moi, je pense que j'ai été conseiller pendant tout ce temps. On est venu en décembre, mais je n'ai eu que 4 mois de salaire. Bon, ça y est là. Des archives existent au niveau de la présidence. Donc, j'ai été payé. On m'a payé que lorsque il y a eu, comment on appelle, j'ai été nommé ministre. Donc, jusqu'en 2010, c'est le salaire là qu'on a mis en place et c'est ce que j'ai reçu. Bien. Et mon salaire, mais bon, comme je ne peux pas me mettre ici pour le dire, mais j'ai dit que c'était insignifiant. Donc, vous n'avez eu aucun avantage avec le CNDD? Non, moi, j'ai toujours dit quelque chose. J'ai dit que, comme les gens disent tout à l'heure, un auditeur qui a dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. C'est que c'est la méconnaissance des choses. Du début de la transition jusqu'à la fin de la transition. Si vous allez fouiller dans les finances, à la Banque centrale, si vous voyez mon nom quelque part dans les finances, faites-moi fusiller à l'esplanade du palais. Je n'ai jamais détenu un seul centime. Un seul centime. Je ne l'ai jamais pris. Quand je partais d'ici, c'est Bouaka Bari, Big Up, qui est venu me voir, qui m'a donné $1000. Quand je suis allé au Maroc, c'est Thibou Kamara qui est venu me voir, quand il m'a vu, il dit, attends, je vais prendre ton hôtel en charge. C'est Thibou qui a pris mon hôtel en charge. Donc, je sais de quoi je parle. Ouais. Je sais ce que j'ai fait. Bien, finalement. Je n'ai pas reçu quoi que ce soit. Je ne suis sorti de la Guinée avec quoi que ce soit. Fouiller dans les finances, fouiller au trésor, fouiller à la Banque centrale. S'il y a mon nom, je donne l'ordre que d'être fusillé à l'Espagne du palais. Finalement, dernière question. Que conseillez-vous au colonel Mamadi Doumbouya, à son équipe, en termes d'erreurs à ne pas reproduire? Bon, tout ce que je dirais au jeune frère Mamadi Doumbouya, ce que je lui dis le président de la transition, je lui demanderai simplement de poser des actes et de ne pas trop écouter, de suivre ce qu'il est en train de faire et de laisser les politiques de loin et de faire sa transition. L'erreur que le CNDD a fait, c'était de trop approcher les politiques. Et chacun voulait être président, chacun venait courir sur le dos de l'autre et qui ferme cette porte-là. Si les gens pensent qu'ils doivent être candidats, ils doivent être présidents, que chacun se batte dans sa structure pour le faire. Mais qu'il fasse ce qu'il a à faire, doter ce pays-là de tous les instruments légaux. C'est pourquoi il est là. Essayer de nettoyer les comptes publics. Voilà, les comptes publics, de faire son travail.
qui ne coûte personne, Bien. qui pose des actes dans le pays. L'extérieur, tout l'extérieur qui ne s'occupe pas. Oui, Qui ne oui, s'occupe pas. Talibé. Toute dernière question. Pour vous, la durée de la transition? Il devrait être de combien? Je pense que j'ai été l'une des toutes premières personnes qui, il y a 3 semaines de cela, qui a fait une déclaration. J'ai dit que ça doit être d'un commun accord avec un consensus. De tout le monde, doit s'asseoir tous pour revoir ensemble la durée de la transition, que ce soit la société civile, les partis politiques, et tout le monde, et il faut considérer tout le monde. Mais pour moi, raisonnablement, raisonnablement, ça devrait faire... Je pense que ça doit pas... Il faut une bonne transition, parce que les gens disent des choses alors que les véritables réalités économiques existent dans le pays. Parce que nous sommes dans un état de grâce. Dans 8 mois, les gens vont changer de comportement. Ils vont changer, ils seront encore plus durs devant le CNRD. Oui. Ils ont les premières difficultés. Après 6 mois, 8 mois, ils vont avoir les premières difficultés. La population est impatiente. Donc, ils vont dire non, on ne voit rien, c'est dur, c'est compliqué, ils vont commencer à critiquer. Donc, il faut faire en sorte que la durée de la transition n'excède pas 2 ans. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'ils prennent le temps. Il faut que 24 mois, dans les 24 mois, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et organiser les élections et partir. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Merci. Bon, au plus, je me suis dit que 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc 30 mois. Donc je pense que c'est suffisant pour une bonne transition et puis mettre le pays là sur un pays sur les rails de la démocratie. Les rails de la démocratie. Mais c'était Idrissa Cherif, président du parti UCG, Union pour le changement de la Guinée, ancien ministre de la communication sous le CNDD, qui donc plaide pour une transition allant de 24 à 30 mois, pour une transition réussie. Grand merci à vous. Merci d'être passé dans ce studio pour débattre de la Guinée en notre compagnie. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.